Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 67e épisode du Lifestyle Décodeur. Ça me fait vraiment plaisir d'être revenu, vraiment, ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo. Alors comme je te l'avais dit l'été dernier, j'ai dû mettre un petit peu les vidéos en pause. J'en ai sorti quelques-unes, notamment le nouveau concept de vidéo qui a vraiment cartonné. Donc merci beaucoup, j'en ferai encore plein d'autres. J'ai pas mal d'idées en tête. Aussi, vous avez été nombreux à répondre au questionnaire pour le textile de Iconic. Donc ça aussi, je tiens à vous en remercier. J'en reparlerai sûrement à la fin du mois. Il y a quelques surprises qui vont arriver, donc reste connecté. Et sinon, c'est la rentrée, donc on va reprendre un rythme de vidéo normal, c'est-à-dire le vendredi soir, ok? Donc je sais qu'il y a plein de gens qui me croient plus du tout, qui se disent « Hey, il est en train de dire ça, mais on l'attend plus. » Mais bref, mets ta cloche et surveille la chaîne le vendredi soir et tu verras que j'ai raison. Donc là, on va parler de Hypebeast. Alors ça, je l'avais dit dans ma vidéo précédente, justement, enfin, dans les commentaires. Alors je tenais vraiment à faire cette vidéo car cette vidéo va vraiment inspirer beaucoup de gens qui sont intéressés par le marketing, le digital, la mode, la hype, les magazines, bref, tous ceux qui veulent créer des choses, tous les créatifs. Donc je tenais vraiment à faire cette vidéo pour revenir et parce qu'aussi Hypebeast est un média qui m'a beaucoup influencé et que je suis depuis presque 10 ans. Je crois que j'ai commencé à suivre Hypebeast en 2010 à peu près. Donc voilà, je me dis qu'il y a beaucoup de choses que je peux vous apprendre et donc c'est parti, on y va. Hypebeast est l'un des médias références dans la street culture et le monde du hip-hop. Depuis sa naissance au milieu des années 2000, ce petit blog créé initialement sur Blogspot a su dès l'aube de son existence s'imposer en tant que média référence dans l'univers des sneakers, du streetwear et de tout le lifestyle qui l'entoure. Aujourd'hui, Hypebeast a su diversifier ses activités dans le e-commerce avec HBX, dans l'événementiel avec Hypefest, tout en continuant à étendre son impact dans le monde des médias avec Hype Kids, son équivalent pour enfants, Hypebae, son équivalent féminin, Hypebeast Radio, les podcasts et j'en passe. Aujourd'hui, l'entreprise génère à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et récemment, la plateforme est même rentrée en bourse. Dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer comment Kevin Ma, le fondateur de Hypebeast, a fait de son blog de sneakers une société qui rapporte autant d'argent. J'espère que cette vidéo t'encouragera à te lancer dans tes projets, à prendre des risques, à être créatif, car tu sais, Iconic c'est aussi là pour ça, apprendre des choses sur le hip-hop, mais aussi beaucoup t'inspirer, te motiver. Donc sans plus attendre, on y va! Alors tout d'abord, on va s'intéresser à son fondateur. Alors Kevin Ma est un jeune garçon originaire de Hong Kong qui a grandi à Vancouver au Canada. Étant né au début des années 80, il a comme beaucoup de jeunes de cette génération été influencé par la culture hip-hop, les sneakers, etc. Dès son adolescence, il cultive une vraie passion pour le streetwear et les sneakers en particulier. Il les collectionne, il traîne dans les forums, notamment le très populaire forum Nike Talk qui était ultra populaire au début des années 2000. Il consomme les magazines de cette culture et même pour être à la pointe de toutes les nouveautés, il fait importer des magazines du Japon et de Hong Kong. Donc le gars en fait consomme tout ce qui vient directement du Japon et de Hong Kong et Dieu sait que tout ce qui est streetwear là-bas était vachement avancé pour avoir de l'avance sur tout le monde. Donc déjà son truc c'était avoir de l'avance sur les gens et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'il soit hyper fan de cette culture et que même il rêve un jour d'avoir sa marque, à aucun moment il se dit qu'il va se lancer et prendre le risque de faire quelque chose. En tout cas dans son adolescence et pendant une bonne partie de ses études. D'ailleurs après le lycée, il fait des études supérieures, il suit des études en finance et en psychologie. Donc là on est bien loin de la Nike SB Staple Pigeon, tu vois ce que je veux dire? Je pense que les sneakers head vont savoir de quoi je parle. Si tu veux mon avis, Kevin Ma a vraiment été éduqué avec une culture chinoise. Alors comme je te l'ai dit, il est né à Hong Kong et donc il est resté très connecté à sa culture, de par sa famille, etc. Et dans cette culture en fait, on est très conformiste. On ne laisse pas forcément place aux passions qui pourraient, on va dire, payer tes factures. Donc tout ce qui est non conformiste et tout ce qui est un petit peu j'arrête tout et je vais me lancer pour vivre ma passion, c'est quelque chose qui est pas vraiment populaire dans les cultures asiatiques et c'est quelque chose qui est typiquement en réalité américain et qu'on commence même à avoir ici en Europe. Mais de base, c'est pas trop comme ça. Donc forcément, Kevin se dit non, je vais faire des études et je vais aller jusqu'au bout de mes études. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs. Bref, ça c'est juste une spéculation. Donc là, on arrive à la dernière année d'études de Kevin. Il suit un double cursus en finance et psychologie, donc le gars concrètement voilà, il est vraiment étudiant. Et comment te dire, il se fait chier. Son passe-temps reste avant tout se documenter sur cette culture et collectionner des paires de sneakers. Et d'un coup,
une idée lui vient en tête. Puisqu'il aime tant cette culture, pourquoi ne pas tout simplement créer une plateforme et documenter tout ce qu'il aime, tout ce qu'il trouve cool. Par exemple, sur un blog. Le début des années 2000 était vraiment la période où les blogs commençaient à se démocratiser. Il faut dire que c'était le premier type de plateforme, à ma connaissance en tout cas, où des étrangers pouvaient partager leur passion et créer de véritables communautés autour de cette passion justement. Construire un vrai following comme on dirait aujourd'hui. Parce qu'avant, avoir son propre site internet n'était pas forcément à la portée de tout le monde. Il fallait savoir coder et à cette époque-là, coder c'était quelque chose de vraiment rare. C'est pas quelque chose que tu pouvais trouver comme ça en toquant chez ton voisin en lui disant « Hey, j'aimerais bien avoir un site internet ». Non, c'était un savoir-faire qui était relativement rare. Donc c'est pour ça que le blog était révolutionnaire car il permettait vraiment à n'importe qui de pouvoir tenir un site internet et de pouvoir poster quelque chose, d'avoir une véritable voix. Et dans ces années-là, il y a eu pas mal de success stories de personnalités qui ont démarré par un blog et qui ensuite ont construit de véritables empires. Je pense notamment à Arianna Huffington, la fondatrice du Huffington Post, David Fisher, le fondateur de iSnowByte, le concurrent numéro 1 d'ailleurs de iBeast aujourd'hui, ou encore Marlène Schiappa, la fondatrice de la eMother Interactive. Et ouais, notre secrétaire générale de l'égalité entre hommes et femmes est une ancienne blogueuse. Ah bah, pas de commentaires politiques. Ici, c'est juste pour l'exemple, juste histoire de dire qu'il y a des gens qui sont allés dans des domaines complètement différents. Le streetwear, la politique, etc. De toute façon, comme Ove le dit, and government for government, niggas politics themselves. Bref. D'ailleurs, ceux qui savent d'où cette phase vient, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. À l'époque où il décide de se lancer dans ce domaine, il remarque qu'il y a un véritable vide dans le monde du blogging. Alors oui, ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais à l'époque, il y avait très peu de blogs de stickers. Et les sites internet eux-mêmes postaient du contenu, on va dire, une fois par semaine, donc ils n'étaient pas mis à jour très fréquemment. Et surtout, chose très importante à cette époque-là, les magazines papier cartonnaient. Rappelle-toi, on est encore au milieu des années 2000. À ce moment-là, les magazines, ça y allait, tu vois, même en France, rappelle-toi. Et donc le jeune de Vancouver décide de lancer son blog de sneakers. Il ouvre donc son blog sur la plateforme Blogger et en guise de nom, il choisit iBeast, un terme péjoratif fréquemment utilisé dans les forums de sneakers pour définir les collectionneurs de sneakers uniquement attirés par les paires qui font parler. Le but de Kevin à ce moment-là était simplement de faire de l'ironie. Il s'est dit qu'en utilisant un élément du jargon des fans de sneakers, ça allait attirer ces personnes-là à suivre le blog, à s'y intéresser. Et ça a marché. En 6 mois d'existence, le blog cartonne déjà. Il totalise plus de 10 000 visiteurs uniques par jour. Et pourtant, sa recette est assez simple. Des billets courts et informatifs, plus une forte fréquence de publication. C'est-à-dire que dans la journée, il est capable de mettre à jour plusieurs fois son blog. Il a été capable en fait de proposer de l'information instantanée que les magazines de cette époque-là n'étaient pas capables de fournir, que les sites internet non plus ne pouvaient pas fournir. Parce que souvent ces sites internet avaient une version papier et le site internet ne voulait pas cannibaliser la version papier. Donc ils étaient obligés de ne pas trop mettre à jour le site internet. C'est vraiment à l'époque où les gens ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait avec le net, tu vois. Et donc Kevin Ma a vu ce vide-là et c'est là qu'il a commencé à vraiment y aller à fond. Grâce ou à cause de iBeast, il n'y avait plus de secret dans le monde des sneakers et du streetwear plus en général. Tout le monde savait où aller choper une paire, où aller trouver une casquette, etc. Toutes les informations étaient diffusées sur le site. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand Kevin lui-même était allé camper pour aller choper une paire, il entendait des gens souvent parler de iBeast. Donc ça le rendait vraiment fier parce que personne savait que c'était lui, mais lui était toujours là à camper et donc les gens en parlaient, il était là, je pars de mon site, c'est trop bien. Bref, donc voilà, je tenais quand même à le dire. J'avais vécu ça il y a très longtemps et ça m'avait fait kiffer, donc voilà, je tenais à vous le partager aussi ici. Kevin avait compris que le iBeast a faim de nouveautés, donc il faut le nourrir, il faut produire du contenu. Et ouais, il faut nourrir la bête. C'est quoi ce contenu là? Gros. Je suis tombé sur cette vidéo, c'est tellement le feu. Donc c'est un mec qui fait de la ASMR avec sa paire de sneakers. Désolé, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je tenais à vous le partager. Le gars fait de la ASMR avec des paires de sneakers et il la graille comme ça en live. Je sais plus quoi faire, frère. Je vous fais une réaction en live. Non mais bref, en tout cas, un gros big up à ce mec-là. C'est vraiment le feu sa vidéo. Bref, on reprend. Avec plus de 10 000 visiteurs par jour, il a bien sûr commencé à monétiser son site avec des choses très simples comme Google AdSense, c'est-à-dire les bannières, etc. Et aussi de l'affiliation, c'est-à-dire qu'il recommandait une paire par exemple et lorsque les gens achètent cette paire, il touche une commission. Donc voilà, c'est à peu près le modèle de l'affiliation, très simple. Et donc il commence à se faire un petit peu d'argent et la fin de ses études approche et en bon garçon responsable, il décide de prendre un job. Et donc il va travailler à la banque, plus exactement dans un institut financier, mais en parallèle, il continue à alimenter iBeast.
Tous les soirs, il se presse pour rentrer chez lui, pour mettre à jour le blog. Des fois même, il le fait le matin, le midi, il surveille les vues, les commentaires, etc. Bref, il devient aussi obsédé d'écrire des articles que ses visiteurs le sont sur les articles qu'il écrit. Et quand il réussit à se faire un peu plus d'argent, il décide d'arrêter complètement son job. Et ça, c'est encore 6 mois après l'avoir commencé. Donc pour lui, tout s'est passé à chaque fois sur 6 mois, quoi. Et donc, ayant le temps libre d'alimenter son blog comme il le veut, il s'est retrouvé très vite à avoir une paie équivalente à celle qu'il avait lorsqu'il travaillait à la banque. Donc on peut dire qu'il était vraiment heureux, il vivait déjà de sa passion. Et donc on va faire un rapide récapitulatif des qualités en fait de Kevin Ma et de son média Hypebeast. Alors de 1, il a su saisir l'opportunité du blogging. À cette époque-là, c'était quelque chose qui n'était pas encore ultra développé, le marché n'était pas très mûr. Donc il a su saisir l'opportunité quand c'était le plus facile pour lui et il a su maximiser la chose. Alors aujourd'hui, le blogging est mort, mais il y a d'autres plateformes où les gens peuvent développer des communautés incroyables, tu vois. Je pense notamment à TikTok. TikTok, ça peut paraître bizarre que je le dise, mais TikTok, ça commence vraiment à péter. Il y a beaucoup de gros médias qui commencent à investir là-dedans, donc ça devient une vraie opportunité. Et il y a eu plein d'autres médias qui se sont construits comme ça grâce aux réseaux sociaux. Je pense notamment aussi à Instagram pour The Shade Room, qui a construit une vraie communauté comme ça. Bref, tout ça pour dire qu'il y a toujours, à des périodes particulières, de nouveaux supports, de nouvelles opportunités qui se créent. Et c'est là où les médias réussissent à construire leur notoriété. Les médias ou les influenceurs, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la mise à jour quotidienne de son blog, contrairement à tous les autres sites internet. Bon, ça, je vais pas y revenir, mais tu l'as capté. C'est vraiment là où il a cartonné. Et dernière chose qu'on n'a pas dite, et je vais faire un léger focus sur ça, le forum qu'il y avait sur le blog Hypebeast. Au début du web 2.0, les réseaux sociaux n'étaient pas ultra développés. Donc, pour rassembler les communautés et qu'elles puissent échanger entre elles, il y avait les forums. Kevin Ma a lancé le forum de Hypebeast seulement quelques mois après avoir lancé déjà le blog. Ce forum a rassemblé jusqu'à des centaines de milliers de fans pour débattre sur la street culture et les sneakers. Pour les marques de streetwear, c'était un magnifique puits d'informations et de clients potentiels. Plein de marques ont percé grâce au forum Hypebeast, ou du moins que ça a aidé. Je pense notamment à Bobby Andrew de la marque The Andrew, à Nick Terchet de Diamond & Supply ou encore à Mega de Blackscale. Pour se faire connaître, ces créateurs ne venaient pas sur le forum en mode « Hey mec, voilà ma marque, hey, est-ce que tu peux la porter? Hey, viens, clique sur mon lien. » Non, si tu fais ça, ça ne va jamais marcher. D'ailleurs, je le vois souvent dans mes commentaires ou ailleurs, c'est pas vraiment une méthode qui fonctionne. Il faut être plus créatif que ça. Ces créateurs-là avaient compris que pour construire un vrai following dans ces forums-là, ça allait prendre du temps. Donc tu viens, tu dois échanger, tu dois te montrer pertinent. Et à ce moment-là, les gens vont s'intéresser à qui tu es, à ce que tu fais. Je vais donner un exemple. Si tu veux te faire connaître sur YouTube, etc., au lieu d'envoyer un lien sur les commentaires de Chris d'Iconic en disant « Hey, viens écouter ma musique », ce que tu peux faire, c'est commenter de façon pertinente le truc, que les gens viennent like ton commentaire. Et si tu fais des commentaires très fréquemment sur des vidéos, pas seulement de Chris d'Iconic, mais d'autres personnes dans le hip-hop, ces personnes-là regardent les mêmes vidéos, donc au bout d'un moment, ton nom va revenir et les gens vont finir par se dire « Tiens, je vais cliquer sur son nom, c'est qui ce mec ?» Et c'est là où ils vont commencer à te découvrir. Donc ça, c'est une méthode que tu peux appliquer au lieu d'aller comme un bourrin. Bref, ça je le dis parce que c'est directement lié à ce que je suis en train de raconter là. Et donc sur le forum de Hypebeast, ces créateurs de marques-là avaient différentes méthodes de se faire connaître. Et l'une des méthodes qui était vraiment habile, c'était le feed trade battle. Le principe est simple, c'est deux personnes qui postent leur outfit en mode battle et les gens débattent pour savoir qui a l'outfit le plus frais. Et bien sûr, dans les commentaires, ça va tailler, des fois ça va s'embrouiller et c'est ça qui va faire que le feed trade battle est excitant en fait. Et donc globalement, c'est comme ça aussi que les marques se sont fait connaître en postant ces choses-là et même Bobby Andrew s'est retrouvé à faire des soirées à Fairfax grâce au forum de Hypebeast. Donc c'est pour te dire à quel point c'est puissant. Le forum de Hypebeast fait partie de ce qui a fait la réputation du site en lui-même. Les commentaires épicés, etc. Tout ça, c'est vraiment l'ADN de Hypebeast. Et lorsque les réseaux sociaux sont arrivés, le forum est tombé en ruine petit à petit. Un forum, tu ne l'as pas sur ton mobile, smartphone, donc c'est très difficile. Par contre, sur les réseaux sociaux, c'est là où tout se passe. Mais récemment, Hypebeast a relancé son forum sur Discord. Alors, ils sont pas beaucoup, ils sont à peu près 4000. Donc, si tu es intéressé, peut-être que tu peux aller voir, t'inscrire, etc. Bref. Aujourd'hui, Hypebeast est l'un des sites médias référence de la street culture. Il totalise près de 10 millions de visiteurs uniques par mois. C'est énorme. Et il y a plusieurs choses qui font de Hypebeast. Tout d'abord, la ligne éditoriale diverse. Tout a commencé, comme je te l'ai dit, avec les sneakers. Donc à la base, c'était que des sneakers. Mais les personnes qui suivent les sneakers ont d'autres centres d'intérêt. Et c'est comme ça que Kevin Ma a développé sa ligne éditoriale. Donc il y a eu les sneakers, le streetwear, le hip-hop, le design, l'architecture, le voyage, etc. Donc l'idée, c'était de viser la même personne
personnes, mais il lui proposait beaucoup plus de contenu. Donc aujourd'hui, il y a une vraie ligne éditoriale de magazine. Ensuite, la vitesse et la nouveauté. Ça, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus fort car les journalistes de iBeast, en tout cas iBeast US, c'est au minimum 12 articles par personne. Ça peut aller jusqu'à 20. Donc tu t'imagines le nombre de fois que le site internet est mis à jour, c'est vraiment dingue. Et ce qui a permis à Kevin Ma de faire quelque chose de semblable, c'est que déjà de base, iBeast ne s'est pas lancé comme les autres blogs de l'époque, c'est-à-dire comme un carnet de bord où il pouvait dire ouais voilà je me suis acheté ça, c'est trop bien, etc. Non, il n'a pas commencé comme ça. Il a vu iBeast directement comme un agrégateur du cool. Donc il s'est dit qu'il allait rassembler toute l'information à un seul endroit et le diffuser aux gens. Et ça, il le fait à 10 steps au-dessus de ce qu'il avait l'habitude de faire il y a une dizaine d'années. Le but, c'est d'être rapide, de donner l'information nécessaire aux consommateurs et de passer au billet suivant. Je dirais que c'est l'un des précurseurs du repost, c'est-à-dire que tu vois quelque chose dans ton flux RSS ou dans un communiqué de presse d'une marque, tu le récupères rapidement et tu le postes. Et on a tous, pendant un moment donné, été influencés par ce type de post-là. Ensuite, chose importante, le pont entre le streetwear et le high fashion. Lorsque l'on sait à quel point toutes les maisons de luxe et haut de gamme adoptent aujourd'hui le streetwear, on pourrait presque prendre ça pour acquis. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. À l'époque où iBeast ouvre ses portes en 2005, les maisons de couture et le streetwear se regardent en chien de faïence. Parmi les souvenirs que j'ai les plus notables entre ces deux cultures, c'est Dapper Dan qui customisait des vêtements streetwear avec des prints de grandes marques illégalement, ce qui lui a valu d'ailleurs des problèmes judiciaires avec ses maisons de luxe, ou encore lorsque Calvin Klein avait en 1994 attaqué en justice suprême pour avoir collé des stickers sur les publicités de Kate Moss en bikini. Et donc tu pouvais te balader à cette époque et voir des stickers suprêmes collés sur le minou de Kate Moss. Mais grâce au superstar du rap, j'ai nommé Kanye West, avec notamment sa collaboration avec Louis Vuitton en 2009. Who do you know? Who do you know with 2 thumbs in their own Louis shoe? This guy. Pharrell Williams en tant qu'ambassadeur du streetwear japonais, qui était plus exclusif et qui reprenait les codes du luxe, ou encore Colette, le mythique concept store parisien qui proposait dans la même boutique des pièces de grands couturiers et des sneakers collector. Le pont entre ces deux univers a pu se créer. Enfin, il faut dire clairement que le hip-hop était devenu tellement big à ce moment-là que il pouvait pas faire comme si ça n'existait pas. Et dans tout ça, iBeast est l'un des médias qui a pu documenter cette évolution, mais aussi l'incarner. Il n'y a qu'à regarder le logo de iBeast à ses débuts. Il faisait très street, puis progressivement, il est devenu de plus en plus raffiné pour finalement devenir un logo très similaire aux maisons de luxe. Cette évolution n'est pas un hasard, elle est aussi en cohérence avec la ligne éditoriale du magazine lui-même. Aujourd'hui, ça parle des Fashion Week, des directeurs artistiques des maisons de luxe, mais aussi toujours de la dernière Yeezy, de la Air Jordan, etc. Car plus que de parler de streetwear ou de luxe, le but c'est de parler de la hype. Donc si un produit est hype chez Uniqlo et aussi chez Dior, on va en parler parce que ça va intéresser la même personne. Parce que ça t'a pas échappé que les gens aujourd'hui peuvent porter un pantalon H&M avec des sneakers Balenciaga. Donc pourquoi pas créer justement un magazine pour ces personnes-là. Et donc la hype aujourd'hui et les hypebeasts, c'est vraiment devenu un mouvement planétaire. Bon là je dis planétaire, mais est-ce que ça l'est vraiment? Parce que... Attends, je vais faire un test. Là, on va faire encore une autre réaction rapide. Je vais taper hypebeast avec un pays à côté. Je vais pas faire des pays nord-américains, ce serait trop facile. Européens aussi. Je vais essayer de tester des choses différentes. Je vais taper hypebeast Africa. Non, je vais mettre un pays, ça va être encore plus compliqué. Ghana. Ok, hypebeast en Afrique du Sud. Il y a un premier lien de Unknown Vlogs. La vidéo démarre. Ah ouais, donc il y a vraiment des hypebeasts en Afrique du Sud et tout, tu vois. Ils sont à la pointe, hein. En plus avec les signes et tout. Turn up. Shout out à Balou. Bref. Ok, on va tester aussi autre chose. C'est quoi hypebeast Vietnam? Ah ouais, il y a vraiment des hypebeasts au Vietnam, délire. Ah ouais. C'est vraiment un mouvement international. Hein. Je suis choqué. Ok, on va faire hypebeast Philippines. On va voir là-bas, tiens. Ah ouais. Ah ouais, donc les Philippinos aussi sont hypebeast.
Et ça danse. Ils ont des chorégraphies, tout ça. Ah ouais, c'est sérieux. Ah ouais, ça met des Justin, Thrasher, etc. Il y a des vrais mouvements. Donc il y a un reportage aux Philippines carrément qui parle des hypebeasts. Là, Kevin Ma, il a bien vu son coup. Il avait bien prédit le truc. Je sais pas s'il le savait, mais en tout cas bien vu. Bref. Donc ouais, la hype, les hypebeasts, la culture hip-hop, bref, tout ça là, ça a jamais été aussi bankable qu'aujourd'hui. Tu vois, Off-White par exemple, la marque de street fashion par excellence, est l'une des marques les plus populaires au monde. Supreme a depuis fait une collaboration avec Kate Moss, donc Calvin Klein, bon, et possède toute une collection avec Louis Vuitton. Et pour ce qui est de Dapper Dan, il est devenu designer et ambassadeur chez Gucci. Donc bon, les autres marques de luxe, bon, ok. Bon, et Kevin Ma lui-même fait partie du comité de spécialistes du prestigieux LVMH Prize édition 2019, qui vise à auréoler les jeunes créateurs de mode. Donc Kevin Ma est non seulement une autorité dans le streetwear, mais même dans la mode en général aujourd'hui. Et ça, c'est chaud quand tu dis que de base, il a commencé son blog dans sa chambre parce qu'il se faisait chier, tu vois. Donc comme je te l'ai dit en intro, Hypebeast ouvre bien plus que le monde des médias. Alors pour ce qui est des médias, je t'ai parlé de Hypebeast, Hype, Hype Kids. Il y a aussi Hypemaker, l'agence créative qui travaille main dans la main avec le média. Donc Diesel, Levi's, etc. viennent voir Hypebeast pour faire des campagnes créatives. Tu vas avoir aussi Hypebeast Magazine, qui est le magazine papier, qui justement est là pour faire des articles très complets, très recherchés que tu ne vas pas forcément retrouver sur le site internet, même si aujourd'hui ils font plus ou moins des efforts à ce niveau-là. Très récemment, il a lancé le Hype Fest avec en guise de soutien Sarah Andelman, la directrice artistique de Colette, enfin l'ancienne directrice artistique de Colette, et Hiroji Fujiwara, le boss de Fragment Design et accessoirement le paternel du hip-hop japonais. Rien que ça. Et donc la première édition du Hype Fest aura lieu le 6 et 7 octobre. Et donc c'est pas une vidéo sponsorisée, au cas où tu te dirais peut-être que j'ai été payé pour ça. Non, pas du tout. C'est vraiment parce que j'ai envie de le faire et que j'aime bien Hypebeast. Et bien sûr, il y a le e-commerce, HBX. Et donc ça, c'est à mon avis la partie du business qui est l'une des plus intéressantes chez Hypebeast. C'est que au final, c'est pas si choquant qu'il ait d'autres publications pour enfants, pour femmes, etc. Ou qu'il fasse son média sur d'autres supports comme le physique ou alors le podcast. Ce qui, moi, m'a beaucoup intéressé chez Hypebeast, c'est aussi le côté e-commerce. Parce qu'à l'époque, un média qui lance du e-commerce, c'était vu comme quelque chose de très bizarre. Mais la particularité avec Hypebeast, c'est que justement, depuis le début, la ligne éditoriale a permis à ce qu'un site e-commerce puisse exister. Alors, comme je l'ai dit, il donne pas forcément son avis, ou très peu, ou je l'ai jamais vraiment senti. C'est vraiment très informatif et court. Donc l'idée, c'est de te donner de l'information. Donc progressivement, les gens veulent simplement venir prendre l'information et acheter. Et c'est justement ce que Kevin Ma a dit un soir lorsqu'il était sur Facebook. Il a vu un commentaire d'une personne qui disait « Ah, ce serait cool de pouvoir acheter les produits dont tu parles. » Et c'est là qu'il s'est dit « Tiens, ce serait vraiment intéressant de lancer le e-commerce pour Hypebeast. » Mais tu vois, ce format-là de e-commerce ne correspond pas à tous les médias. Si tu as un média qui est très orienté sur les opinions, etc., ça va être plus compliqué de lancer un site e-commerce au sein de ton média. Je vais te donner l'exemple d'un média qui est dans le même délire que Hypebeast. Enfin, aujourd'hui, il n'existe plus, mais à l'époque, il était très populaire. 4Pins. Alors, 4Pins, c'était un média qui justement faisait beaucoup parler parce qu'il donnait beaucoup son avis. C'était très satirique, ça faisait rire. Et d'ailleurs, même à l'époque, lorsque Virgil Abloh avait lancé Pyrex Vision, c'était le média qui avait mis en lumière le fait que Virgil reprenait des stocks de chemises Ralph Lauren et qu'il floquait juste Pyrex Vision et qu'il les revendait à 200 €. C'était ce média-là qui avait mis en lumière Virgil Abloh. Et donc, ce média-là, aujourd'hui, peut difficilement vendre des produits parce qu'il est très orienté en termes d'opinion. Ce qui n'est absolument pas le cas de Hypebeast. Dans le cas de Hypebeast, c'est que de l'information. Donc forcément, avoir un site e-commerce, ça peut le faire, tu vois. Et c'est aujourd'hui ce qui fait que l'empire Hypebeast a grossi comme il a grossi. D'où l'importance de bien choisir sa ligne éditoriale lorsque tu lances un média, une marque, peu importe. Parce que ça va décider beaucoup de choses dans l'avenir. Et aujourd'hui, Hypebeast cherche encore à se développer. Ils sont rentrés en bourse. Donc l'idée, c'est de faire rentrer des capitaux étrangers pour faire grossir encore la chose. Et comme tu le sais probablement, il y a Hypebeast France. Donc il y a la version française du magazine. Ils sont aussi ailleurs. Ça continue à grandir. Et j'ai hâte de voir où est-ce que Kevin Ma va emmener son média dans les années qui vont venir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'ai essayé de te donner un maximum d'informations sur le média pour que tu puisses vraiment comprendre le succès. J'espère que ça va t'inspirer, que
tu vas pouvoir faire des choses cool avec les informations que je t'aurais fournies. N'oublie pas de liker et de commenter cette vidéo et d'ailleurs aussi de partager si tu as vraiment apprécié et si tu veux que je fasse d'autres vidéos dans le genre. N'oublie pas aussi de t'inscrire sur ma mailing list. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, notamment avec le textile, les meet-up, etc. Parce que cette rentrée, il y a beaucoup de choses de prévues. En fait, sur toute l'année scolaire là qui va démarrer, il y a beaucoup de choses de prévues. Donc, il faut vraiment que tu t'abonnes, que tu t'inscrives, que tu me suives un peu partout. Sur Instagram, on est extrêmement actif sur le compte Iconic. Donc, n'oublie pas de t'abonner là-bas aussi, de commenter, de partager, etc. On rigole bien. Franchement, c'est délire là-bas aussi. Il y a aussi mon compte personnel, I am Kriska. Donc, si tu veux venir me suivre, parler avec moi, échanger, etc., n'hésite surtout pas. Je vais essayer de répondre un peu plus aux DM. C'est difficile en ce moment, mais je vais essayer de le faire au maximum. Sinon, je te dis à vendredi prochain. No bullshit. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!